Bien, bonjour à tous. Il est l'heure de commencer. Bienvenue pour ce webinaire, premier de l'année. Je pense que c'est encore d'usage et bienvenue de vous souhaiter une excellente année à tous et à toutes. Donc, premier webinaire de l'année, on en fera d'autres. À la fin de la présentation, on vous donnera les prochaines dates. Le prochain sera sur le bilan carbone, tout ce que vous avez voulu savoir sur le bilan carbone sans jamais oser le demander, des questions totalement iconoclastes qui y seront répondues par un spécialiste du sujet. Et puis au mois de mars, nous aurons une responsable RSE qui viendra parler de la CSRD du quotidien, sachant que c'est cette personne qui s'appelle Caroline Desplat de Thermador, travaille avec, in fine, au dernier rang, 800 entreprises et usines dans le monde, plutôt usines dans le monde. Et donc, on parlera de tout le concret de la collecte d'informations pour quelqu'un qui a une aussi large tâche et lourde tâche que celle de compiler des données venant de 800 points géographiques dans le monde, et véritablement dans le monde, pas simplement en Europe. Voilà, donc à bientôt pour les suivants, mais nous commençons par celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, très rapidement, je vous présente Axilia pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, on est un cabinet de conseil financier, donc on est du côté des investisseurs par notre spécialité, notre métier, nos agréments, et on travaille sur la finance responsable depuis le premier jour. Le premier jour, c'était en 2005. Au total, toute l'équipe a 35 ans d'expérience cumulée dans la finance responsable. J'avoue contribuer plus largement à ces 35, mais Ferdinand n'est pas le dernier à compter dans ce chiffre. Nous sommes multi-impact, nous ne faisons quasiment que de la finance d'impact, que ce soit de la microfinance depuis déjà 10 ans. On a été les premiers à se mettre là-dessus. On travaille également sur l'immobilier de rénovation énergétique, donc comment améliorer les émissions, les dépenses énergétiques d'un immobilier existant. On a fait aussi du prêt. Nos clients sont allés sur du prêt à la transition agricole. On a aidé notamment une plateforme comme Mimosa à lancer son fonds de prêt. Et on travaille très sérieusement depuis 2019 sur le risque carbone, dont on vous parlera assez largement après l'exposé de Monica. On essaye d'être leader dans la recherche en se posant des questions toujours très simples, qui sont 9 fois sur 10 les questions de nos clients, qui sont, je dirais, terribles de bon sens. Parfois, on aime bien la complexité dans la finance. Nos clients nous ramènent systématiquement au bon sens et on essaye d'y répondre. Et je pense que ça n'est peut-être pas pour rien dans tout ce qu'on essaye de faire et qu'on propose au marché. On est intervenant depuis, je pense, tous ces travaux, quelque part, ne sont pas pour rien dans le fait qu'on est intervenant dans des grandes écoles comme Dauphine, à l'invitation de Frédéric Dejean, ou AgroParisTech, à l'invitation d'Hélène Michaud. Voilà. Non, Personnellement, je suis fier là, non? Allô. C'est bon? Continue. Et personnellement, je suis chroniqueur sur BFM Business depuis 3 ans dans une rubrique qui évoque la finance responsable. Et je serai d'ailleurs en plateau demain à 16h45 sur BFM Business avec Guillaume Sommerer. Je vous invite à regarder, peut-être pas en direct, mais en replay cette émission, parce que je vais faire une annonce assez ébouriffante. Voilà. On est membre également de plusieurs initiatives, notamment la dernière, le Colonne Carbone. On a été le premier signataire français de cet appel international pour mettre en place une tarification du carbone. Et depuis le mois de juillet l'année dernière, après un long travail, nous avons décroché la certification B Corp. Après avoir beaucoup réfléchi et travaillé là-dessus et avoir posé notamment une raison d'être autour d'une triple exigence de transparence, de sincérité et de simplicité. Voilà, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Tout ce qu'on fait, on essaye d'y mettre de la transparence, de la sincérité et de la simplicité. Et ça vous amène souvent ailleurs que ce qu'on peut forcément trouver sur le marché. L'équipe, elle est là derrière ces petites vignettes. Donc moi, je suis président fondateur, conseiller financier, puisque c'est un métier agréé. Ferdinand Raffi, qui parlera après, Monica de Virgilis, est analyste ISR, travaille sur le carbone et également à ce statut de conseiller financier. Amandine, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an, est impact développeur chargé de développer les partenariats et tout ce qui tourne autour du score carbone. Et puis nous accueillons très régulièrement, au nombre de 2 par an, des stagiaires, beaucoup de Dauphine d'ailleurs. Il y a un grand cycle Dauphine depuis quasiment 2-3 ans qui ne s'interrompt pas.
Et donc, on a reçu donc plein de stagiaires, plus de 30 depuis le début, et toute l'équipe, que ce soit Ferdinand ou Amandine, sont d'anciens stagiaires. Donc, Axilia, c'est la promotion par le rang. Voilà. Et puis, on travaille avec des gens brillants qui nous aident, qui sont des consultants ou à côté, comme Raphaël Barrier, qui a développé le site internet Score Carbone, ou Quentin André, qui est un normalien, qui est notre conseiller technique, et je dirais même scientifique, sur tout ce qui est carbone. Voilà, qui a lu notamment pour nous les épais rapports du GIEC. En 4 ans, autour du carbone, donc je vous ai parlé de 2019, on a développé une méthodologie et tout un écosystème. En 2019, donc on a posé la méthodologie, je dirais, sur l'alerte d'un de nos clients qui nous a dit: je ne comprends pas la notation ESG, et qui n'en voulait plus. Donc, soit on arrêtait tout, soit on trouvait quelque chose qui puisse le satisfaire. Et donc, ça n'était pas forcément quelque chose qui était notre métier, mais on a décidé de relever le défi et de lui fabriquer, depuis la page blanche, une nouvelle méthodologie simple, transparente, potable, compréhensible par tout le monde, par des bénévoles, des administrateurs, des salariés. Voilà. Euh, je n'ai pas précisé que nos clients sont des associations et des fondations, donc pas des experts financiers, mais des gens qui sont dépositaires des valeurs, l'environnement, l'enfance, les personnes âgées, et qui donc ne peuvent pas accepter tous les arguments. Il faut des choses étayées, opposables. Et c'est pourquoi nous sommes souvent à rebours d'un certain nombre de pratiques que nous allons parfois construire même quand elles n'existent pas. Donc on a posé la méthodologie du score carbone. On a même fait un indice à partir du score carbone. Donc, on est parti du CAC 40 et on a passé le CAC 40 à la moulinette du score carbone. Ferdinand vous en rappellera. Cette démarche intéresse beaucoup la presse depuis le premier jour. Novetic, l'Express, l'Obs. Novetic nous fait le grand plaisir d'un article tous les ans à la sortie du Vérité 40. On a eu quelques récompenses en bas, un Ecopo Award, une coupole de la distribution, et puis encore en toute fin d'année dernière, on a été nommé pépite de la plateforme Réussir avec un marketing responsable. On a même lancé un produit financier à partir d'indice Vérité 40, puisque nous sommes des conseillers financiers. Nos clients nous demandent d'investir dans des entreprises responsables et avec des mesures tout à fait simples. Donc, on a un produit financier où les gens investissent non pas dans les 40 valeurs de l'indice CAC 40, mais dans les 40 valeurs de l'indice Vérité 40. Et puis, on a lancé en toute fin d'année dernière, en novembre, le site Score Carbone pour les émetteurs, parce que c'est par là aujourd'hui qu'on entend un besoin s'exprimer, et on a constaté, à notre étonnement, mais avec grand plaisir, que 14 sociétés cotées, et pas des moindres, vous avez les logos qui sont là, ça va de SPI à Française des Jeux, effectivement, utiliser le score carbone. Je terminerai la présentation d'Axilia en expliquant, en précisant que nous avons également un mécénat que nous alignons avec nos travaux. Nous reversons depuis maintenant 6 ans 1% de notre chiffre d'affaires à des associations. Et depuis l'année dernière, nous avons décidé de reverser la totalité de ce 1% à une association qui s'appelle EcoHabitat, qui fait un travail extraordinaire, Tiens. qui aide notamment des propriétaires précaires, parce qu'il y a des propriétaires précaires, à réaliser des travaux qui souvent représentent la moitié ou 80% de la valeur de la maison. Je pense que les photos sont assez éclairantes et qui n'ont pas les moyens ni financiers, ni, je dirais, psychologiques parfois, de se mettre dans le remplissage de questionnaires, de CERFA pour obtenir les aides. Et donc, il faut tout un réseau de bénévoles pour les aider à aller là. Et donc, on est heureux de contribuer à minimiser au plus possible le reste à charge, l'association souhaitant quand même en maintenir un minimum pour impliquer les gens et dans les travaux et dans, je dirais, le contrôle des dépenses énergétiques dans la durée. Voilà. Et donc, ça nous paraît une cohérence tout à fait évidente avec nos travaux sur le carbone, que d'aider cette association qui fait un travail remarquable, qui est basée dans l'Oise. Voilà, j'ai terminé. Et donc, on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Monica de Virgilis, dont on a mis ici deux mandats, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, et que beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, Monica, tu es présidente du conseil d'administration de SNAM. C'est une société italienne. On a grand plaisir à donner la parole à une société qui n'est pas que française. Et tu es également présidente de Chapter Zero France. Tu as tout le temps nécessaire, avec la limite du repas qui se profile pour tout le monde, tu as tout le temps nécessaire pour nous expliquer ta vision
du reporting, des obligations de reporting vues depuis le conseil d'administration dans lesquels tu travailles. Merci Vincent, merci à tous d'être là. Avec Vincent, on se connaît depuis quelques années et, et on a tout de suite accroché, je trouve, parce on est habité par des valeurs similaires. Donc, on est pour la transparence, pour l'authenticité, walk the talk. Donc, moi, je dirais, je suis ravie d'être là avec vous. L'équipe, elle est super. Elle fait des études très, très rigoureuses. Et donc, c'est très bien. Chapter Zero France est une association d'intérêt général sans but lucratif pour des administrateurs, en particulier indépendants, pour se imprégner et pour échanger et pour avancer et pour faire avancer leur conseil d'administration. Alors, je voulais... Donc, l'idée, c'est de parler de reporting CSRD et donc, entre autres, climat. Et qu'est-ce que ça signifie pour un conseil d'administration? Et donc, j'ai envie de vous amener à travers quelques considérations sur ce qui change avec la CSRD pour un conseil, et non seulement pour un conseil, mais en particulier pour un conseil, rappeler un peu les objectifs de la CSRD et puis venir sur les responsabilités du conseil. Donc, une chose qui est vraiment importante à prendre en considération, c'est qu'on est face à un changement de perspective vraiment, vraiment important. On a fait la gouvernance de la sustainability jusqu'à présent, et là, c'est la sustainability de la gouvernance. C'est vraiment une autre perspective. Même dans le naming, même dans la dénomination, excusez-moi le passage entre les différentes langues, mais je suis italienne et j'utilise pas mal l'anglais. Même dans le naming est important. La DPEF, il n'y a plus de DPEF, c'est le rapport de sustainabilité qui n'est plus à côté, mais intégré dans le rapport financier. Donc, en 10 ans, en fait, on est passé de la déclaration non financière à la sustainabilité. Donc, c'est le cœur du métier, du job, du mandat du conseil d'administration de garantir la durabilité de l'entreprise dans le temps. Et donc, on est appelé à faire du reporting avec une ambition d'un niveau de fiabilité même que le financier. Et on sait qu'on n'y est pas. Donc, il est intégré dans le même rapport et on doit arriver en peu d'années à un niveau de fiabilité que le financier a atteint au bout de plusieurs décennies. What for? Pourquoi la CSRD? Donc, c'est pour favoriser le flux de capital vers des émetteurs qui se portent bien, qui mitigent et qui s'adaptent. Et donc, on sait que la transition demande des investissements très importants. Et donc, les investisseurs, ils doivent savoir quoi faire, vers où diriger l'investissement. C'est aussi un objectif d'obtenir un niveau de consistance, donc de standardisation dans le reporting. Donc, c'est un grand exercice de vérité qui devrait nous rendre tous plus intelligents et renforcer l'accountability des sociétés et réduire l'asymétrie d'information entre les stakeholders et l'émetteur. Et je dirais, le fait de rentrer dans une modalité standard où il y a un standard très compliqué, très, très, très sophistiqué, très articulé, avec 1100 indicateurs, et on peut traiter le sujet de la complexité, mais le fait d'en avoir un permet aux émetteurs de ne pas répondre à 36 demandes différentes et donc de se focaliser sur un reporting et se focaliser sur les quelques indicateurs qui sont spécifiques pour la société
et aussi pour le conseil d'administration de ne pas monitorer, d'en monitorer beaucoup, mais monitorer ceux qui font la différence, ceux qui sont d'impact. Et donc, dernier point, c'est le voyage vers le niveau de qualité des data sera long. On sait qu'on n'y est pas. On sait que c'est la data collection, la gestion des data, l'intégration dans les systèmes et les systèmes eux-mêmes. Donc, c'est une question de process, de système, de contrôle interne et de gouvernance. Ben, on est au début d'une histoire. Si vous pouvez changer de slide. Et donc, avec ce préambule, la CCRD, le RS1 et E1 et aussi les déclarations, la disclosure sur la gouvernance, qu'est-ce que ça représente pour un board? Donc, il y a 2 responsabilités fondamentales pour un conseil d'administration, il y en a d'autres, mais c'est la résilience, la sustainability, la durabilité pour l'entreprise. Donc, c'est une question de stratégie, de business model, de risque, de décision, d'investissement. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est une obligation d'une disclosure accurate au monde externe. Et donc, on traite beaucoup cette deuxième partie de la disclosure et du reporting et la prise de tête et les mises en indicateurs et la complexité de l'exercice de la double matérialité et tout ça. Et on néglige un peu de parler de la première. Donc, j'ai envie de discuter de l'importance de l'exercice pour un conseil d'administration d'un point de vue stratégique. Et puis, je mentionnerai aussi la partie disclosure et évidemment à disposition pour répondre aux questions et aussi aux challenges que vous auriez. Donc, le premier, la résilience. La mission fondamentale, le conseil doit être focalisé sur le long terme et intégré dans la prise de décision cette dimension de long terme. Intégrer aussi, et c'est dans la loi, c'est prendre en considération, tenir en considération aussi les besoins des stakeholders. Donc, on reste, disons, avec une focus shareholder, mais on prend aussi en considération les besoins de stakeholders, d'où la double matérialité. Et donc, ça veut dire que pour un conseil, on prend des décisions aujourd'hui pour un résultat incertain dans 10 ans. Et donc, le mécanisme qui permet au conseil d'administration d'être protégé, safe harbor d'un point de vue de litigation des third parties, s'appelle la Business Judgment Rule. La Business Judgment Rule protège le conseil, un conseil qui a suivi un processus de décision correct, qui n'a pas de conflit d'intérêts et qui est informé, et je vais insister là-dessus, il y a un safe harbor d'un point de vue de la loi qui le protège des attaques et des litigations par rapport à une décision qui aurait pris aujourd'hui et qui n'a pas donné les résultats espérés. Dans la révision des principes de corporate governance de l'OCDE et du G20, il y a même, qui ont été publiés il y a quelques mois, il y a même explicitement indiqué que le cas de coûts certains et de résultats sur le long terme qui seraient négatifs, pas ceux qu'on espérait au moment de la décision, même dans ce cas-là, le conseil d'administration est protégé s'il a pris la décision en intégrant l'information, le process qui va bien et il n'y a pas de conflit d'intérêt sur le. Donc, le conseil d'administration se trouve à prendre des décisions, que je mets des dilemmes dans ce texte. Donc, on sait que c'est la stratégie des horizons, veut dire que on prend des décisions qui
dont on ne verra pas, nous, peut-être les résultats, et très probablement pas le CEO qui est en place. Donc, pour faire tout ça, il y a un exercice qui est fondamental et qui est déjà inscrit dans la TCFD, c'est le scénario planning. Donc, un conseil d'administration doit se plonger dans ce scénario planning et c'est un exercice qui n'est pas facile pour des non-exécutifs qui ne connaissent pas toutes les implications d'un point de vue de la mécanique dans le business model d'un scénario et des paramètres de scénario, mais le scénario planning est un exercice éminemment stratégique sur lequel le conseil, certains conseils, encore à la vieille manière, laissent tout faire au management, se font présenter les résultats et puis font un tampon sur le résultat. Alors que c'est l'occasion, il faut vraiment l'approfondir, le challenger, l'étudier, y passer plusieurs séances. C'est le scénario planning qui permet au conseil de se préparer et de préparer et de justifier une décision plutôt qu'une autre. Et donc, il y a aussi un autre instrument qui est l'analyse des risques et des opportunités et qui traditionnellement était fait sur une durée, la durée du strategic planning de la société qui est au plus de 5 années. Et donc, qu'avec les risques ESG, en particulier le risque climat, et puis, donc il faut l'étendre en termes de durée. Ceci est difficile parce qu'on est entre des inputs qui sont incertains, scénario planning, une durée qui est très longue, et les risques, ben, il faut les dimensionner aussi d'un point de vue quantitatif. Donc, autre exercice fondamental pour le conseil d'administration. Et puis, une série de commitments volontaires, comme le SBTI, l'engagement SBTI, que les sociétés, que les émetteurs ont pris depuis quelques années, sans forcément en mesurer les implications, et qui mettent au risque de réputation la société et donc le conseil d'administration en premier si c'est du greenwashing et si on n'a pas mesuré et si l'exécution ne va pas comme on avait prévu. Et donc, vraiment, la difficulté pour un conseil, c'est de passer de la gouvernance de la conformité à la gouvernance de la substance. Et pour faire ce passage-là, bah, il faut étudier beaucoup, écouter des experts, euh, prévoir plusieurs sessions pour prendre une décision, pour absorber de façon itérative certains sujets qui sont très durs et avoir une connaissance fine du business model de la société et contribuer évidemment à travers disons, un lead, le management, sur l'analyse de comment on intègre dans le business model ces nouvelles contraintes, ces nouvelles opportunités, de façon à être résilient dans une économie zéro carbone. J'insiste sur le carbone parce que c'est un peu le focus aussi de Axilia, mais on sait tous que tout est interconnecté et, donc il n'y a pas que le carbone. Mais restons sur ce qu'on sait mesurer et le focus aussi du score zéro carbone. Donc, le rôle fondamental du conseil est assurer la résilience de la société dans le long terme. Et donc, ensuite, il y a aussi la disclosure. Et donc, la disclosure, le fait d'être obligé d'être avec une disclosure si granulaire, avec une obligation aussi de donner la perspective, d'indiquer si on a un plan climat ou on ne l'a pas,
difficile de ne pas l'avoir vu le type de questions qui sont posées. Donc, il faut arriver parce que on ne peut pas juste dire ben, on sera net zéro en 2047. Il faut avoir toutes les échéances, la target 2030, les CAPEX qui vont avec, comment on y arrive, les métriques annuelles. Donc, ça, c'est les outputs d'un plan de transition. Et donc, les informations à discloser sont des données physiques qui doivent être fiables et des datas financières et qui doivent être cohérentes avec ces datas physiques. Et là, c'est vraiment le pas difficile. L'AMF a à plusieurs reprises identifié cette faiblesse du système, du reporting, une storyline d'un point de vue des risques qui n'est pas connectée aux data financières, aux états financiers. Et comme on dit en anglais, the elephant in the room, c'est la valorisation des actifs. C'est l'intégration de ces risques dans le cash flow et le calcul de CF, etc. Et il y a aussi, pour certaines sociétés qui viennent des fossiles, la valorisation de fonds de démantèlement qui doit être dimensionnée en cohérence avec la trajectoire de démantèlement de la société. Et on sait pertinemment que certaines sociétés de l'oil and gas ont un dimensionnement qui est optimiste par rapport au coût. Donc, cette importance de l'intégration des éléments physiques, des indicateurs physiques avec les indicateurs financiers est quelque chose sur lequel on est encore un peu au début. Et il y a un élément qui est très intéressant. Dans l'accurate disclosure, puisque la société s'engage sur un parcours et s'engage aussi sur les moyens, ben, il y a un concept qui est le climate change warning ou le sustainability warning, de même qu'un profit warning. Si on voit qu'on n'arrive pas à déployer les CAPEX comme on avait prévu, et donc l'output au niveau émission n'est pas celui qu'on avait prévu, ben, il faut faire une press release, comme par exemple, ça a été le cas pour Rio Tinto en juillet. Donc, c'est vraiment un monde qui s'ouvre, et le conseil d'administration, les conseils d'administration ne sont pas tous équipés d'un point de vue de la compétence et d'un point de vue de l'expertise. Et donc, si vous allez à la troisième slide, voilà. Donc, un peu de pub pour Chapter Zero France. En fait, cette initiative est née. En fait, on a commencé à travailler sur la Climate Governance Initiative en 2017. C'est le World Economic Forum qui s'est intéressé au board, au président non exécutif et au conseil d'administration, en voyant bien qu'ils n'étaient pas équipés de façon globale, mondiale, et que ben, ça part du haut. Et donc, ils ont formalisé 8 principes pour la bonne gouvernance climatique qui ont donné naissance à une trentaine de chapters comme Chapter Zero France qui ont comme objectif d'équiper les conseils d'administration de ces outils avec la theory of change qui dit que bah, à partir du moment où il y a 25% d'une équipe, que ce soit un conseil, une équipe de management qui est convaincue, prête et engagée, ben, ça peut faire basculer le tout. Un seul administrateur tout seul ne peut pas avoir de l'impact sur un conseil qui n'est pas convaincu. Et donc, ce sont des principes assez basiques. Donc, on part du premier très rapidement. Le board doit se sentir accountable. Et ça paraît évident aujourd'hui, mais ce n'est pas encore toujours le cas. Donc, à partir du moment où le management nous présente une trajectoire de réduction,
On ne peut pas mettre un tampon et dire c'est OK si on ne l'a pas comprise, on ne l'a pas décortiqué, on n'a pas vu la sensitivity par rapport aux valeurs d'entrée, on n'a pas dimensionné et prévu le CAPEX qui va avec. Donc, on n'y est pas complètement encore dans tous les conseils. Et donc, deuxième principe, pour être accountable, il faut être compétent et donc avoir une compréhension du sujet. Oui, il ne faut pas être, disons, un expert climat, il faut avoir compris la physique, il faut avoir compris les implications macro et surtout avoir compris les implications pour son secteur et sa value chain. La structure du board, ça veut dire que selon les sociétés, on s'organise avec un comité dédié. Ça peut être le comité d'audit, ça peut être un comité sustainability. La structure importe peu. Ce qui est important, c'est que l'accountability entre les comités et le conseil soit claire et on sache qui fait quoi et comment on récompose les morceaux. S'il y a un morceau stratégie et un morceau disclosure, reporting qui sont dans deux comités séparés, ben, il faut qu'ils se parlent. Et je rappelle à ceux qui ne connaissent pas forcément la gouvernance, un comité n'est pas un organe de décision, mais c'est un organe d'instruction qui approfondit un sujet et qui porte une proposition au board de délibération. Ensuite, 4, il y a l'assessment des risques et opportunités. J'en ai déjà parlé. La stratégie et l'intégration dans l'organisation. L'incentivisation, ça veut dire intégrer dans le schéma de rémunération variable, idéalement long terme, des indicateurs liés au climat. Et donc là, c'est quelque chose qui est... L'idée, c'est le dirigeant, le CEO, il est là pendant 3 ans, 6 ans, 5 ans. Et donc, il faut incorporer dans son variable des indicateurs qui vont au-delà de son mandat. Et pour faire cela, donc, intégrer des indicateurs quantifiables qui sont pertinents par rapport à la stratégie, qui sont issus d'un plan, une trajectoire validée par la science, qui sont complets. Et là, ce que la personne qui va parler du scope 3 dans le futur va nous apprendre plein de choses parce que c'est vraiment la partie la plus difficile. Voilà, l'incentivisation est un élément important. Puis, reporting and disclosure, on en a parlé. L'exchange, ça veut dire l'engagement avec les shareholders et aussi avec des stakeholders pertinents. Et voilà, donc ces trous, de façon, disons, synthétique, intègrent tous les morceaux d'une gouvernance appropriée par rapport aux défis qu'on est en train de vivre. J'ai fini, Vincent. S'il y a des questions ou on veut engager un dialogue, à ta disponibilité, à la disponibilité des amis qui sont en ligne. Alors, ce que je me propose, Monica, c'est peut-être qu'on enchaîne parce on est vraiment dans la continuité. Et puis, je vois que l'heure tourne déjà, donc on va libérer les gens comme prévu. Donc, je propose c'est que Ferdinand fasse sa présentation et qu'on prenne toutes les questions après. Il y en aura très certainement. Et donc, Ferdinand, à vous, on enchaîne. Donc, ça va Oui, être en deux temps, présentation de la méthodo, et puis en quoi effectivement un score carbone, et notamment ce scope 3, peut aider à comprendre des choses pour un conseil d'administration. bonjour à tous. Oui, bah exactement. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter le score carbone. Donc l'idée du score carbone nous est venue il y a maintenant 4 ans, qui est venue d'un client qui ne comprenait plus vraiment grand-chose à l'ESG, était un peu perdu, ne voyait pas comment ça pouvait être expliqué simplement. Et on est un peu reparti d'une page blanche et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la question des externalités. On se disait, bah, les entreprises payent l'État par des taxes, des impôts, les fournisseurs, les salariés, mais ne payaient pas finalement la facture carbone, hein, les émissions qu'elles émettaient. Et donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passerait demain
si on faisait payer aux entreprises une facture carbone. Donc, comme vous le savez, pour une facture, on a besoin donc d'une quantité et d'un prix. Donc, sur cette quantité, on est parti des tonnes de CO2 équivalentes émises, évidemment. Le problème, c'est que en 2019, le scope 3 était vraiment très compliqué à prendre en compte. Il y avait des problèmes d'estimation. Mais pour nous, ça paraissait vraiment primordial de le prendre. Ça représentait 80% des émissions. Donc, on est tout de suite parti sur les 3 scopes. C'était dur au début, hein, on n'avait pas toutes les datas, on se basait beaucoup sur des estimations. Aujourd'hui, ça devient, surtout pour les entreprises françaises, de plus en plus simple. Donc, on est parti des 3 scopes et on a multiplié ces 3 scopes par un prix du CO2. Donc, le prix, pareil, hein, en 2019, les quotas européens étaient autour de 20-30 euros. Ça nous paraissait très faible, hein. On se disait l'impact d'une tonne de CO2 sur la planète doit être bien supérieur à ça. Donc, on a commencé à regarder du côté des économistes du climat et aussi du côté du GIEC qui finalement rassemble plusieurs économistes du climat et donne des prix médians. Et ce prix qu'on a donc trouvé dans le rapport du GIEC 1.5 2018 donnait un prix autour de 100 euros en 2019 qui chaque année augmente à un rythme donc de 6% par an, hein, qui est en fait la réduction nécessaire des émissions pour chaque entreprise. Donc on avait donc notre prix, hein, donc aujourd'hui le prix il est à 127 euros, les émissions de gaz à effet de serre sur les 3 scopes, et tout simplement on est allé multiplier les deux pour obtenir une facture carbone. Et donc, quand on est arrivé là, on avait les factures carbone des entreprises. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Et on va aller tout simplement comparer cette facture aux EBITDA des entreprises, aux résultats d'exploitation. Et là-dessus, on a très vite constaté que les résultats étaient assez impressionnants. Et donc, on est tout de suite parti sur cette idée qui nous a paru très simple, mais aussi très pertinente. Donc après, au niveau comment ça fonctionne concrètement, donc c'est très simple, hein, on a donc 2 entreprises là dans l'exemple, une entreprise A, une entreprise B, donc elles ont le même EBITDA. Par contre, elles émettent pas la même tonne de CO2, donc une tonne émise par l'entreprise A, 11 tonnes pour l'entreprise B. On va donc multiplier par le prix du CO2. Alors, on a pris 100 là juste pour l'exemple. Donc, 100 euros pour l'entreprise A, donc 100 euros de facture carbone. Pour l'entreprise B, 1100 euros de facture carbone. Et on va tout simplement aller déduire cette facture carbone de l'EBITDA pour obtenir un EBITDA ajusté du carbone. Et on a un EBITDA ajusté du carbone positif et proche de l'EBITDA de base pour l'entreprise A. Au contraire, sur l'entreprise B, on a vraiment un EBITDA ajusté négatif, donc à moins 100 euros. Donc, et donc ça, à partir de là, on a déterminé un risque carbone, qui est le pourcentage que représente la facture carbone dans l'EBITDA de l'entreprise. Donc sur l'entreprise A, on a un risque qui est finalement assez faible, hein, autour de 10%. Au contraire, sur l'entreprise B, on a un risque très élevé qui dépasse le 100% et qui est à 110%. Donc le risque est très important pour l'entreprise B. Et encore une fois, pour encore plus simplifier la lecture et pour une approche un peu plus grand public, on a donné un score, un peu comme le Nutri-Score. Les entreprises capables de payer et qui sont faiblement impactées par la facture carbone vont avoir un très bon score, donc un score de A, donc vous voyez à gauche. Un score de B ou de C, ça veut dire qu'elles restent capables de payer la facture. Et à l'inverse, les mauvais scores carbone, donc les scores D, E et F, c'est les entreprises qui vont voir leur facture carbone être supérieure à leur EBITDA, donc ces entreprises qui ne sont pas capables de payer leur facture carbone. Et dernier score qu'on a donné, c'est le score non disponible. C'est les entreprises qui ne publient pas toutes leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on retrouve souvent des entreprises dans le secteur bancaire. Il y en avait évidemment beaucoup en 2019 qui ne publiaient pas toutes leurs émissions. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus faible, mais il y a encore, par exemple, dans le secteur bancaire, comme je disais, des entreprises qui ne publient pas les émissions liées à leur financement et investissement. Donc voilà, voilà comment ça fonctionne. On a voulu vraiment apporter quelque chose de très simple. Au niveau des résultats, alors, ce qu'il faut dire, le chiffre vraiment à retenir, c'est qu'il y a une entreprise sur deux aujourd'hui qui n'est pas capable de payer la facture carbone, hein. C'est vraiment un constat qui est global, hein, qu'on soit sur un univers comme le CAC 40 ici ou dans un univers plus global, européen ou mondial. Une entreprise sur deux n'est pas capable, avec beaucoup de A, hein, beaucoup d'entreprises qui ont finalement un impact faible, ou finalement la facture carbone a un impact faible. Et puis finalement, voilà, on a 15% de F, 15% de E dans le CAC 40, et puis quand même 10% de ND. Donc, même dans le CAC 40 et d'entreprises françaises qui sont vraiment en avant sur les sujets carbone, on a encore quand même 10% de l'univers d'entreprises qui ne sont pas assez transparentes sur leurs émissions. Donc voilà, donc ça, c'est le constat global. En plus de ça, on a lancé quelques années après, alors là, non, ça, c'est la rentabilité. Donc, sur la rentabilité et la facture carbone, là, on a donc, on a eu une question qui est souvent revenue au fur et à mesure de nos travaux. C'était l'idée que
les entreprises qui étaient le plus rentables, finalement, seraient les entreprises qui seraient les plus capables de payer leurs factures. Ben, en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, dans le CAC 40, les 10 plus grosses factures carbone du CAC 40 sont toutes nos entreprises qui ne peuvent pas payer leurs factures. On le voit ici, vous avez par exemple Total Energy, qui est l'entreprise la plus rentable du CAC 40, qui génère énormément d'EBITDA, mais qui finalement, malgré un énorme EBITDA, a une facture carbone encore supérieure et qui aboutit à un score de F. Et puis là, vous voyez quelques exemples d'entreprises où finalement le bâtonnet vert foncé donc, sont les factures carbone et le bâtonnet vert clair, les EBITDA. Et vous voyez, plus l'écart est important entre les deux, moins bon ou meilleur sera le score. Donc voilà comment fonctionne l'idée. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On a développé à partir de ces travaux en 2019 on va dire un nouvel étage à la fusée, le score carbone dynamique 2030. On a rencontré beaucoup d'entreprises, plus de 50 entreprises du SBF 120. Donc on aime le contact avec les entreprises et c'est vrai que tous les retours étaient très positifs. Et le seul problème, entre guillemets, qui avait été mis en avant de manière régulière, c'était l'idée que on ne valorisait pas les efforts des entreprises sur le long terme. C'est pour ça qu'on a lancé donc le score carbone dynamique, maintenant depuis 2 ans, qui valorise les efforts des entreprises et qui finalement calcule un nouveau score carbone à un horizon donné, donc plutôt 2030. On prend comment ça fonctionne, on prend les émissions de gaz à effet de serre et on les diminue par l'objectif de réduction et on prend uniquement des objectifs de réduction validés par la science, donc validés par la SBTI. Pour nous, c'est indispensable. Encore une fois, c'est important d'avoir un tiers qui valide tous ces objectifs. On prend ces objectifs, on vérifie également la trajectoire de l'entreprise, où elle en est par rapport à cet objectif, c'est important aussi. Il y a des entreprises qui finalement en une année ou 2 années arrivent à atteindre leur objectif. Ça aussi, c'est pris en compte dans notre calcul. Et puis, on prend les émissions émises, estimées pour 2030, le prix de la tonne qu'on a dans notre modèle pour 2030, qui est autour de 200 euros, et le consensus d'EBITDA des analystes, Standard & Poor's, pour 2030 également. Et on refait également on refait le calcul et on obtient donc un nouveau score carbone. Donc voilà, c'est très simple et ça permet de valoriser les entreprises qui font des efforts, qui pédalent plus vite finalement que l'augmentation du prix du carbone, parce qu'en fait, l'augmentation du prix carbone, c'est 6% par an. Donc, les entreprises qui ne baisseraient pas leurs émissions suffisamment rapidement, finalement, vont voir leur score ne pas s'améliorer, voire se détériorer. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut visualiser très rapidement. Donc, voilà, c'est une idée un petit peu de changer. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de degrés de température. Mais l'idée ici, c'est vraiment de simplifier un peu tout ça et de parler toujours de tonnes, d'euros, et voilà, d'accompagner au plus simple les entreprises aussi, parce que c'est un indicateur que dans l'entreprise on peut suivre, mais aussi les investisseurs, parce que c'est un indicateur que les gens peuvent comprendre et qui peut être appliqué vraiment à tout le monde très facilement, que ce soit les entreprises cotées, mais même non cotées. Donc là, l'idée, c'est de voir un peu comment justement ce score carbone peut aider au niveau des conseils d'administration pour répondre à la CSRD, mais pas que, peut répondre vraiment à la stratégie climat de l'entreprise. Et donc, par rapport à ça, j'ai fait 3 slides en fait qui peuvent vraiment assister un petit peu et un petit peu, enfin, comment finalement avec ces slides on montre comment les entreprises peuvent répondre à la CSRD à travers nos indicateurs. Donc déjà, il y a l'indicateur donc qui est l'EBITDA ajusté du carbone. Qui est pour nous un indicateur qui peut être très intéressant dans la rémunération des membres et organes d'administration, de direction et de surveillance, qui est une demande de la CSRD E1 Gov3, dont Monica parlait tout à l'heure. Finalement, l'EBITDA ajusté certifié Axilia, et la certification, c'est hyper important parce que, encore une fois, aujourd'hui, on voit de plus en plus de prix. Les entreprises utilisent de plus en plus de prix différents. Les entreprises utilisent pas forcément des scopes d'émissions complets. Nous, vraiment, on veut que les entreprises utilisent le même prix et utilisent les mêmes émissions pour vraiment pouvoir comparer. Donc, l'EBITDA, pour nous, ajusté du carbone, est un formidable outil donc, pour regarder les efforts présents des entreprises, mais aussi les efforts futurs. Il est exhaustif et pilotable. Exhaustif, évidemment, on est sur les 3 scopes. Pilotable, comme vous le comprenez, il est facile à améliorer cet indicateur. Il faut juste baisser ses émissions. C'est pas comme une note ESG où il y a tellement d'indicateurs que ça en devient trop compliqué de le suivre. Il est compréhensible par tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit en interne dans une entreprise, tout le monde peut s'associer à cet indicateur parce qu'on le comprend,
mais aussi en externe. Si on communique dessus, bah, les gens comprennent enfin un indicateur extra-financier et qui rassemble la performance financière et la performance extra-financière. Aujourd'hui, souvent, on a tendance à mettre les deux, à les séparer. Et bah, par exemple, dans un conseil d'administration, pourquoi pas se fixer des objectifs? Voilà, se dire, bah, aujourd'hui, notre objectif, ça va être d'augmenter plus rapidement notre EBITDA ajusté du carbone que notre EBITDA tout court. C'est-à-dire qu'on aura réussi vraiment à baisser nos émissions de manière importante et qu'on aura baissé l'intensité carbone de notre entreprise. Et finalement, comment notre outil scorecarbone.com qu'on a développé, vous voyez à droite, peut aider à suivre cet indicateur dans la durée? Bah, déjà, il va donner à l'entreprise une estimation de son EBITDA ajusté et il va lui permettre de le suivre selon différents scénarios. On peut faire des scénarios, par exemple, avec une trajectoire plus ambitieuse, moins ambitieuse, et de voir comment on pourrait se placer dans le temps, comment je me place aussi par rapport à mes fournisseurs. On peut ajouter les fournisseurs, on peut aussi ajouter les concurrents, et puis aussi des filiales. Ça veut dire que l'avantage de cet indicateur, c'est qu'il est vraiment qu'on peut l'appliquer pour chaque filiale. La somme de tous les EBITDA de mes filiales, ça va être mon EBITDA global. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui peut être vraiment intéressant et que cet indicateur qui est l'EBITDA ajusté, peut aider à répondre et qui, pourquoi pas, un conseil d'administration, des dirigeants peuvent fixer leur rémunération dessus. Ça paraîtrait assez cohérent. Voilà. Ferdinand, Oui, je vous laisse 3 minutes pour qu'on se donne le temps des questions. oui, bien sûr. Assez Bon, rapidement sur après, ce slide-là et puis peut-être un peu plus sur l'autre, à vous de voir. oui, donc là, c'est les prix internes du carbone. Donc, en quoi notre outil peut aider finalement une entreprise et répondre à la CSRD sur l'aspect des prix internes du carbone. Encore une fois, la CSRD demande aujourd'hui aux entreprises d'avoir un prix interne du carbone, mais surtout de le justifier parce que on peut dire que ça serait assez simple finalement de mettre un prix interne du carbone à 100 euros, mais l'idée, c'est de le justifier et aussi de comment il est appliqué en interne. Donc, notre outil permet voilà, d'estimer, de faire des différents scénarios selon pour différents investissements avec différents prix du carbone, pardon. Et donc, ça permet voilà, de se dire, bon, bah voilà, si pour mon nouvel investissement avec un prix interne à ce niveau-là, quel serait l'impact finalement du prix du carbone? Mais on peut aussi le faire pour différents prix du carbone. Après, on a aussi, Axilia fournit un tableau de bord complet qui expose toutes les hypothèses qui ont été formulées pour déterminer les prix. On a toutes les sources. Voilà, et on explique voilà, comment concrètement, comment on a fixé ce prix. Donc ça, c'est aussi vraiment une demande donc de la CSRD et voilà, que le score carbone, finalement, la conclusion, c'est que voilà, l'utilisation du score carbone révèle vraiment l'importance du prix du carbone dans les processus décisionnels de l'entreprise et que notre outil qu'on a développé permet vraiment voilà, de regarder tous ces points-là et faire différents scénarios. Et puis, dernier point, c'est évidemment l'impact financier des risques de transition. Donc, pour nous, le score carbone regarde deux choses. Regarde l'impact, évidemment, l'impact des risques de transition réglementaire. Hein. Aujourd'hui, si demain il y avait un prix du carbone, quel serait l'impact sur mon entreprise? Que ce soit sur mon entreprise, sur mes filières, sur mes produits que je lance. Donc ça, c'est quelque chose nous, on monétise en euros tout. Donc ça permet voilà, de répondre aussi à la CSRD hein, par scope, hein, scope 1, scope 2, scope 3, par catégorie aussi du scope 3. Hein. Regardez aussi, comme vous le voyez en bas à droite, alors c'est petit, mais on voit vraiment les secteurs, enfin les catégories du scope 3 qui sont plus impactées selon mon entreprise, ma filière, ou mes concurrents, ou mes fournisseurs. Voilà, il y a vraiment, on peut faire pour beaucoup de choses. On peut aussi, évidemment, faire une évaluation de ces risques sur le court, le moyen et le long terme avec notre score carbone dynamique et voir aussi comment on fait on peut changer les réductions en temps réel pour voir justement comment faire pour les atténuer et réduire ces risques parce qu'à terme, ça peut être des risques qui permettent des risques qui peuvent impacter grandement l'entreprise et qui peuvent, comme on le dit à la fin, identifier les passifs qui pourraient être impactés finalement par le changement climatique et qui nécessiterait voilà, une comptabilisation dans les états financiers. Voilà, donc voilà, c'était un petit peu rapide, mais l'idée c'était de montrer, évidemment, si vous êtes intéressé, on peut présenter le logiciel en détail pour montrer comment finalement notre outil peut répondre à la CSRD et aussi assister les conseils d'administration parce que c'est un outil finalement très simple et qui peut vraiment amener beaucoup de monde sur un seul indicateur et pour nous qui est très pertinent et pilotable. Voilà. Et un dernier chiffre, Claire, avant que je laisse la parole à ouais, Vincent, Ferdinand, dernier chiffre. c'est l'idée que sur les questions climat de la CSRD, on a fait une estimation, on allait regarder tous les points de l'Excel et FRAC, que finalement le score carbone et notre outil peut répondre jusqu'à près de 50% des questions climat. Donc ça, c'est aussi c'est aussi une information à retenir. Même si on n'est pas parti là-dessus au départ,
Et on était, comme vous voyez, en 2019, quand on a commencé les travaux, voilà, on se fait un petit peu rattraper par la réglementation et on apporte vraiment une réponse et une réponse finalement assez simple, pertinente. Voilà. Super, merci Ferdinand, c'était non pas rapide mais complet, c'est encore mieux. Donc on a un temps de questions-réponses, on a encore une dizaine de minutes. Donc on est preneur de vos questions, aussi bien relatifs à l'exposé de Monica que de celui de Ferdinand. La parole est à vous, vous pouvez activer vos micros et poser les questions. J'ai une question, je Oui, peux? bien sûr, tu peux Euh, t'auto-questionner, non? ah, donc, il y a un sujet qui est, il y a des émetteurs qui sont à la fois émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi apporteurs de solutions. Et Ouais, plus ils produisent, plus ils émettent. ouais. C'est vrai pour les panneaux solaires, la voiture électrique, les batteries et tout ça. Et donc, juste discounter et donc corriger les bidas des émissions, 1, 2, 3, ne prend pas en compte cet aspect-là. Donc, et pour moi, l'aspect stratégique de tout ce qu'on vient de dire, pour un conseil, c'est finalement redesigner les services, les produits, la chaîne de production, la chaîne de sourcing pour améliorer le résultat. Donc, il y a ce qu'on appelle les émissions évitées, certaines l'appellent le scope 4, qui n'est pas pour réduire la facture, mais voilà, donc c'est un... quelle est votre vision là-dessus? Donc, Ben ça, c'est une très bonne question, Monica. Je pense, comme tu le dis très justement, c'est un appel au redesign, à la réinvention des business models. Je prends par exemple une entreprise qui ferait des matériaux d'isolation. Effectivement, elle peut revendiquer un scope 4, c'est-à-dire qu'elle va éviter des émissions pour les clients qui utiliseraient ces matériaux d'isolation. Euh, mais c'est peut-être aussi l'occasion de se poser la question de comment et avec quoi sont faits ces matériaux d'isolation. Bien souvent, ils sont faits à base de pétrole. Alors évidemment, ils économisent du CO2, mais ce n'est pas interdit de se dire qu'on peut peut-être faire autre chose que des matériaux d'isolation à base de pétrole. Il y a plein de matériaux, ce qu'on appelle biosourcés, qui déjà font baisser les émissions de CO2 de manière considérable, peut-être de 80%. Donc on peut effectivement se prévaloir d'un scope 4, mais ça n'interdit pas d'être imaginatif pour réinventer les émissions du scope 1 en l'occurrence. Puisque là, quand on fabrique des matériaux d'isolation, c'est dans le scope 1 et c'est même pas du scope 3. Il y a des entreprises qui ont 80% de leurs émissions dans le scope 1. En moyenne, c'est 80% dans le scope 3, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs. Mais il y a des entreprises, notamment par exemple dans tout ce qui est effectivement matériaux de construction, quand vous fabriquez des verres, Duralex a un très gros scope 1. Voilà, parce qu'il faut chauffer du sable pour faire du verre et ça se fait pas, ça se fait à partir très souvent d'énergie fossile. Donc voilà, oui, c'est un appel à la réinvention. C'est d'ailleurs ce que souligne de plus en plus un certain nombre d'observateurs. Je pense à Fabrice Bonifay, par exemple, du C3D, qui appelle effectivement à cette réinvention des business models. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est ce que Peut-être. oui, Ferdinand. oui, mon point, c'est que juste corriger les bidas Ouais. des 3 scopes pour une société qui fait des turbines et des éoliennes ne résout Euh, pas le... Alors ça peut-être, je peux compléter déjà. Ouais. En fait, si, au contraire, les bidas ajoutés du carbone, peut être même pour des entreprises qui augmentent leurs émissions, ça peut fonctionner. L'idée, c'est juste que cette entreprise, elle peut augmenter ses émissions, mais il faut qu'au même moment, en fait, si elle augmente ses émissions, c'est parce qu'elle vend plus, donc son EBITDA va aussi augmenter. Donc en même temps, il y a aussi cette idée qu'il faudra quand même que cette entreprise, même si elle fait des turbines et des choses positives pour l'environnement, il faudra qu'elle baisse son intensité carbone. Donc si par exemple elle arrive entre guillemets à augmenter plus rapidement son EBITDA que ses émissions de gaz à effet de serre, son EBITDA ajusté du carbone va augmenter. Donc ça peut être quand même un outil pour des entreprises qui vendent des produits, enfin qui verraient leurs émissions augmenter dans le temps,
parce que justement, elles sont utiles à la transition. Mais ça revient à un autre sujet, c'est comment justement valoriser les entreprises qui sont utiles à la transition. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, Vincent, évidemment, on a parlé du scope 4, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de protocole mondial sur le scope 4. C'est-à-dire que comme il y a un protocole sur le scope 1, 2 et 3, et donc on n'est pas, enfin, Axilia ou même personne ne peut aujourd'hui prétendre dire bah, j'ai évité autant d'émissions parce qu'en fait, il n'y a pas de protocole. Quelqu'un pourrait dire bah, moi, j'évite des émissions par rapport à un avion, mais est-ce que finalement, il évite vraiment? Enfin, on peut éviter toujours des émissions par rapport à quelque chose. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver un consensus mondial ou en tout cas au moins européen. Alors, la taxonomie essaye un peu de le faire et c'est très intéressant et je pense qu'il y a une piste là-dessus de ce côté-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment on ne sait pas vraiment les entreprises. Enfin, on n'arrive pas à valoriser ces émissions évitées de la bonne manière. Mais évidemment, si jamais il y avait aujourd'hui un protocole là-dessus, Oui. on serait les premiers à Je pouvoir pense l'utiliser. qu'Isabelle a une Oui, question. il y a une question d'Isabelle Guénard-Malocène de Fitrust, dont c'était d'ailleurs les 20 ans hier soir. J'y étais. Ah, Isabelle, congrats. Tu peux poser ta question. Bonjour, bonjour Vincent, merci Ferdinand et enchanté Monica. J'ai une question toute simple par rapport à cet outil qui paraît en effet simple, mais justement c'est tout son mérite. Euh, Ça rejoint peut-être un peu en théorie ce que vous exprimiez, Monica. Comment ne pas pénaliser avec cet outil des entreprises qui, dans leur charge d'exploitation, intègrent des dépenses liées à cette transition, qu'elles soient liées, on peut imaginer, à la formation des collaborateurs. Je ne parle pas d'investissement, hein, je parle vraiment voilà, d'une série de dépenses qui auraient été mises en place par la société, voilà, aux dépens quelque part du résultat opérationnel et peut-être donc en chaîne du dividende versé, qui soit vraiment fléchées sur ces dépenses de réduction des émissions, mais qui pourraient être d'ailleurs plus larges que ça en faveur de réduire l'impact de l'entreprise sur d'autres sujets environnementaux, voire sociaux. Donc voilà, c'est un peu ça. Comment on peut, du coup, au niveau de l'EBITDA, différencier entre les entreprises qui font et les entreprises qui font moins? Et voilà, comment on prend ça en compte dans l'outil? Je prends la parole, mais Ferdinand pourra compléter. Alors, au sens, pour répondre de manière très transparente, on on prend pas en compte cet aspect-là spécifiquement, même si il est pris en compte à travers le score dynamique, c'est-à-dire que les gens qui font ces efforts, nous n'avons aucun doute que ça va se voir. Hier soir, chez toi, il y avait un représentant de Schneider Electric. Ben, voilà des gens qui, en instantané, n'ont pas un bon score carbone, on leur a présenté la méthode, mais qui, dans 5 ans, ont un bon score carbone dynamique. Les gens qui avancent, qui dépensent de l'argent, in fine, je dis bien in fine, pas à l'instant T, ça se voit par une baisse des émissions de CO2, donc ça sera récompensé. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, en instantané, il n'y a pas de prise en compte formelle de ce que tu évoques, c'est-à-dire que les dépenses de formation, etc. etc. Mais tout est fait par ces entreprises pour que ça se termine en réduction des émissions, donc ça sera pris en compte. Et je pense que plus elles font d'efforts, plus elles iront vite vers la réduction des émissions et plus ça sera pris en compte rapidement par l'outil. Ferdinand peut avoir un complément d'information, mais Non, je non, le ressens comme ça en tout cas. oui, moi, j'allais le dire pareil, hein, c'est qu'en effet, ça peut avoir un impact à l'instant T, mais c'est pour ça l'intérêt de regarder aussi le score carbone dynamique. C'est si l'entreprise fait vraiment des efforts aujourd'hui et dépense beaucoup pour justement améliorer son empreinte carbone de manière totalement différente, de plusieurs manières différentes, bah, ça se verra peut-être en 2030. Et c'est là que finalement est le plus important parce que Je dirais même en reprenant l'exemple Schneider, les gens qui n'ont pas déjà fait les efforts, pas ceux qui vont les faire, les gens qui n'ont pas déjà fait les efforts, je pense, ne seront pas forcément dans le bon tempo pour réduire ces émissions. Schneider bénéficie des efforts déjà engagés depuis de nombreuses années et effectivement, ça se voit sur son score carbone dynamique. Mais je Hmm. pense que démarrer juste aujourd'hui en faisant des efforts de formation, ça ne va pas se voir dans les mois qui suivent, hein. Et je pensais juste à un petit truc, peut-être Ouais. regarder en parallèle les OPEX taxonomie.
Puisque de sûr, oui. toute voir un peu comment, voilà, ça pourrait être peut-être un facteur de correction, bon après sans faire des usines à gaz, hein, mais voilà, c'était une idée qui me vient à Non, non, mais l'instant. c'est très juste. Alors, il faut quand même préciser que tout est parti pour nous de la complexité de la note ESG perçue par le client, qui encore une fois n'était pas un expert financier, mais c'est très bien comme ça, sinon il aurait peut-être accepté cette complexité. Donc on est parti de la complexité de la note ESG pour présenter le score carbone. L'idée, c'est que de manière extrêmement simple, on puisse poser un diagnostic sur cette entreprise a-t-elle un sujet par rapport au climat. Je ne pense pas qu'on puisse répondre aussi simplement avec une note ESG qui est extrêmement diffuse, non transparente. Enfin, ça a été largement documenté par des Florian Berg, par l'ESMA. Donc voilà, on a voulu partir de ça. C'est vrai qu'il y a sans arrêt à améliorer ça, et tu as parfaitement raison. En plus, l'information va être publiée, les CAPEX, il y a des obligations de publication. Donc ça peut être une piste de travail, mais on est d'abord parti de la Mmh. complexité pour simplifier. Au niveau Pour des aller dans les, OPEX en fait, pas les CAPEX, les OPEX, ouais. Les pour OPEX. aller dans l'essence d'Isabelle, pour une société qui engage ses fournisseurs disons, à des achats pour responsables, donc naturellement avec des coûts plus élevés que le mainstream, parce qu'il faut du temps pour monter en puissance, ben, ça se voit tout de suite sur l'EBITDA. Donc, il faut, l'idéal, ça serait d'avoir un commentaire ligne par ligne du PNL de la société pour montrer quels sont ces différents éléments. Mais dans le sens de la simplicité, je suis complètement d'accord que la solution qui a été prise est la plus immédiate sur des datas, disons, disponibles. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'intervention de Monica ou la nôtre, d'Axilia? Parce qu'il est déjà 13h05, mais il y a encore Ouais. une grande assiduité, hein. On a encore 21 personnes, et quasiment 90% qui étaient des personnes qui étaient là dès la première minute, qui sont encore là, donc preuve que le sujet intéresse et passionne. Alors peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde, non, il n'y a pas de questions non plus dans le chat. Vous précisez l'agenda du score carbone sur le premier semestre qui a déjà commencé. Nous annoncerons d'ici quelques temps un comité scientifique, nous dévoilerons les participants de ce comité. Donc, comme l'a dit Ferdinand, vous avez peut-être remarqué, on a déjà observé sur les 15 sociétés qui ont publié un EBITDA ajusté ou qui ont publié des informations sur le prix du carbone dans leurs états financiers lors des PEF, il y a déjà de la dispersion. Les prix vont de 85 à 200 euros. Donc, on a ressenti le besoin de mettre ensemble des économistes et des scientifiques pour nous donner un peu le droit chemin du prix du carbone. Donc, ce comité scientifique sera installé dans les prochains jours et il y aura un communiqué de presse là-dessus. Vous annoncez également que nous annoncerons courant février l'extension à l'Europe de l'indice Vérité 40, hein, qui est un indice composé de valeurs françaises. Nous avons été sollicités par des entrepreneurs européens pour construire un indice européen, effectivement, sur la même logique de score carbone. Nous vous donnons rendez-vous au mois de mars au salon Change Now, puisque nous y serons présents. Et puis déjà, fin mai, le 28, la soirée Vérité 40, cette habituelle soirée où nous dévoilons les 40 sociétés qui composent l'indice Vérité 40. Ça sera déjà le 28 mai. Donc voilà un peu les jalons. Et puis nous ferons donc ces webinaires mensuels. Le prochain, au mois de février, c'est quand, Amandine? 21? Je C'est sais pas si Amandine. le 28 février. Si, si, j'entends, excusez-moi. Le 28 Ah, février. 28 février. Et en mars, c'est quand? C'est le En webinaire? mars, excusez-moi, j'ai pas la date. En mars, c'est le... En mars, c'est le 20, mercredi 20. 28 février, 20 mars, webinaire sur le bilan carbone et webinaire sur
comment je fais avec mes petites mains pour aller collecter l'info dans 800 points d'usine dans le monde. Donc des interventions passionnantes, extrêmement concrètes à chaque fois, puisque c'est comme ça que nous travaillons dans la transparence, la simplicité, la sincérité. On vous apporte à chaque fois des témoignages extrêmement éclairants et concrets. Voilà, je ne crois pas avoir d'autres messages, sauf un message de remerciement et de félicitations d'Isabelle Guénard-Malocène, là, voilà. Et ben donc, le temps est venu de remercier à nouveau Monica. Merci, Monica. Arrivederci. Ah ouais, ça j'adore. Voilà. On ne peut pas mieux finir que ça. Je ne sais pas si on aura du pesto à midi dans les pâtes, mais en tout cas, tu nous mets l'eau à la bouche avec le Ici soleil à d'Italie. Milan, c'est possible. Bon, ben, écoute, un Merci. grand merci pour ton intervention. Merci. Merci à tous. Et puis à Au très revoir. bientôt. Merci beaucoup. sur LinkedIn et Merci, sur les au revoir. réseaux sociaux. Merci. Merci, au revoir.